Salut Rémi, comment ça va? Salut Salah, ça va? Ça va et toi? Très très bien, merci. Tu as la forme? Tranquille, tranquille, occupé, mais c'est que du bon. Eh bien, tant mieux, alors ça veut dire que c'est des bonnes choses qui arrivent. Est-ce que tu peux te présenter à nous? Ok, donc je m'appelle Rami et je dirige une boîte de conseil en logiciel à Kuala Lumpur en Malaisie. D'accord? Et voilà, je suis ici depuis 10 ans et c'est ça. D'accord. Eh bien, écoute, j'imagine déjà en tout cas qu'aujourd'hui il fait moins froid chez toi que chez nous. Ici, il fait zéro. Donc, Ok. tu as bien de la Oula. chance en tout cas de, t'as bien de la chance en tout cas d'être un petit peu au soleil. Ouais. Alors, je voulais te demander, qu'est-ce qui t'a amené à être indépendant, toi? Donc à l'université, j'ai rencontré mon meilleur ami avec qui je travaille encore aujourd'hui. Et on a toujours su qu'on voulait lancer notre propre boîte, en fait. Donc, on Ok. a fait des études en informatique. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé au départ en Malaisie pour une année sabbatique. Et ensuite, au lieu de rentrer en Occident pour lancer notre boîte, on a décidé de rester ici. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours justement d'études et ce que tu as fait à l'université? Donc, j'ai fait une maîtrise en informatique et mon associé slash meilleur ami a fait un doctorat en informatique. Donc, ensuite, quand on est arrivé ici, on a lancé une boîte qui faisait du logiciel dans le domaine des télécoms. Et puis, D'accord. donc ça, c'était il y a 10 ans. Euh, et donc, on a engrangé beaucoup d'expérience, que ce soit au niveau de lancer sa propre boîte, mais aussi d'expertise IT. Et donc, on a décidé d'appliquer un peu toutes ces leçons pour lancer une nouvelle compagnie et aider d'autres boîtes euh, à, à développer leurs produits logiciels, en gros. D'accord. Et alors, justement, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à accompagner des entreprises sur leur IT, justement? Ouais, donc quand on a fait notre boîte, on était vraiment dans une niche. C'était vraiment un segment très restreint, les télécoms. Et puis, on a vraiment eu envie de s'exposer à plus d'industries. Donc, nous, quand on a fini nos études, on avait vraiment ce fantasme d'aller se cacher dans le garage et d'inventer une idée qui allait révolutionner le monde. Mais on réalise un peu avec la maturité que la meilleure façon de trouver quelque chose d'intéressant à faire, c'est d'être exposé à des problèmes dans différentes industries. Donc, en faisant cette boîte de conseil, on en apprend beaucoup plus sur les défis que les entreprises ont à relever dans le domaine de l'IT pour potentiellement, peut-être à l'avenir, avoir des idées de start-up qu'on développerait à l'interne. D'accord, ok. Oui, donc c'est vrai que le fait d'être confronté à différents problèmes dans différents domaines d'activité, c'est ça qui t'a motivé en fait à creuser un petit peu plus et avoir, enfin, toujours garder en tête éventuellement le fait de retourner dans un garage pour essayer de créer. Ouais, mais cette fois, au lieu d'y retourner et de regarder les murs et d'essayer d'inventer un problème à résoudre, cette Mais tu as fois, déjà du on trouverait contenu. un problème naturellement et puis on irait regarder des murs pour trouver des solutions, ce qui est beaucoup plus réaliste. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors justement, je voulais te demander quel était le premier défi que tu as eu à relever quand tu as commencé à être indépendant. Je dirais que le plus gros défi, c'est de suivre son propre emploi du temps, en gros, d'avoir la discipline de se réveiller le matin et Ouais. sans avoir quelqu'un qui nous supervise, de vraiment décider d'aller travailler. Euh, et donc ouais, ça, je dirais que c'est le plus gros défi. Évidemment, il y a des défis plus, euh, qui sont plus abstraits, comme par exemple trouver un problème qui vaut le coup d'être résolu. Ouais. Mais dans
quotidien, quoi. Vraiment, c'est de trouver la motivation et la discipline de suivre ses objectifs et son emploi du temps. Ouais. D'accord. Donc déjà, pour toi, le premier problème, c'est déjà se lever le matin pour trouver la motivation. Euh, Bah, je dirais pas forcément. Oui, ouais, ouais. On peut pas se fier à la motivation. Donc, il faut vraiment être Ouais. super discipliné. Mais évidemment, ça a énormément d'avantages une fois qu'on réussit à passer ce cap. D'accord. Et c'est vrai que ce que tu dis par rapport au cadre, en fait, quand on est employé, par exemple, donc on sait qu'on doit se lever à telle heure, qu'on doit commencer à telle heure. Mhm. C'est vrai que c'est pas Mhm. forcément évident de s'organiser. Alors je parle aussi parce que j'ai été aussi indépendant et c'est vrai que par moment, bah, quand le réveil sonne, on se dit est-ce que je vais vraiment y aller là? C'est pas vraiment motivant Ouais, aujourd'hui, par exemple, par rapport ouais. à ce qu'on fait. Mais je trouve intéressant le fait que tu pointes la discipline parce que je trouve aussi que quand on est indépendant, on a tendance à, là pour le coup, s'autodiscipliner hein, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix. Quand on se dit qu'on va travailler pour soi, on y va et puis on se pose pas vraiment on se pose pas vraiment de questions. Mhm. Alors après, ce que je voulais te demander, c'est toi, quand tu as commencé, c'est quoi les ressources qui t'ont aidé dans ce domaine-là? OK. Donc, pour vraiment structurer, donc, je vais me concentrer sur ce défi d'avoir un emploi du temps vraiment bien défini Ouais. et de bien gérer ces to-dos. Donc, j'ai quatre trucs que j'utilise. Et je Ok. vais y aller dans l'ordre du plus classique au plus bizarre. Donc, le premier truc, évidemment, c'est Google Calendar, donc pour tout ce qui est meeting, D'accord. etc. Ensuite, Asana, ça c'est pour, Oui. en gros, project management. Donc, il y a énormément d'outils qui font après la même chose. Mais c'est super pratique et indispensable pour travailler dans une équipe. Donc, nous, surtout vu qu'on est dans l'informatique, on a une équipe qui est un peu éparpillée. Du D'accord. coup, c'est super important pour nous d'avoir des outils en ligne où on peut collaborer de manière efficace. Donc, Asana. Ensuite, évidemment, il y a plein de trucs de la même veine qu'Asana qui sont spécifiques à l'informatique, comme GitHub, etc. Oui. Mais moi, personnellement, j'ai tout ce qui est travail, en gros, dans Asana. Et ensuite, j'ai une autre app que j'utilise pour des trucs personnels euh, qui sont plus j'utilise surtout ça pour des trucs récurrents. Donc, c'est une app qui Ok. s'appelle To-Do par Microsoft, qui s'appelait Wonderlist il y a des années. Ok. Et en gros, là-dedans, je mets des trucs comme, par exemple, le matin, méditer, s'étirer, et puis sortir de la bouffe du congélo pour le lunch, etc. Donc des trucs qui se finissent jamais, ou des habitudes que je veux prendre, je les mets dans ça. Et le dernier truc que j'utilise, c'est sur WhatsApp. Je me suis créé un groupe. Donc ça, c'est une Ok. idée qui vient de Raphaël, mon associé. Donc, tu peux le faire aussi. Tu crées un groupe avec quelqu'un. Donc, moi, j'ai Ok. invité Raphaël. Et ensuite, je l'ai exclu du groupe. Et du coup, dans le groupe, il y a juste toi. Ok. Alors, ce que ça te permet de faire, ça, c'est de t'envoyer des rappels, en gros. Ah, Donc, d'accord. Ok. je crois que j'ai lu que WhatsApp, ils vont lâcher ce feature bientôt. Ils en Ok. parlent de pouvoir t'envoyer toi-même des messages. Mais donc, on a chacun son propre groupe où on s'envoie des trucs personnels. Donc, par exemple, disons que par malheur, j'ouvre un chat où il y a des gens Ouais. qui m'envoient des trucs importants, mais que j'ai pas le temps de m'en occuper maintenant. Donc, ce que je fais, c'est que je me transfère le message dans mon groupe personnel, Ok. que j'ai appelé plus tard. Et puis à la fin de la journée, je passe dans mon groupe plus tard où il y a tous mes trucs à faire. Et puis je les range soigneusement dans mon Asana ou dans mon To-Do, dans mon Google Calendar. D'accord. Oui. Donc, mine de rien, ça reste quand même un petit peu chronophage puisque j'imagine qu'il doit y avoir quand même beaucoup de messages importants que tu Ouais, t'envoies. Et après, il faut les trier. Il faut. ouais, mais alors le truc, c'est que certes, ça prend du temps, mais ça limite les interruptions. Donc D'accord. de pouvoir traiter quelque chose très vite et d'oublier que ça existe, c'est surtout, donc je vais y revenir un peu, mais euh, quand on a un boulot où il faut gérer
une équipe et des clients, mais aussi développer ou créer ou faire du travail qui requiert beaucoup de concentration. Limiter les interruptions, c'est vraiment l'objectif numéro un. Ouais, oui, j'imagine. Puis c'est vrai qu'on a vite, avec tous les outils aussi, on a vite tendance à s'éparpiller. Il suffit de recevoir un message, voilà, justement comme tu évoques, ou un email, et puis on se retrouve en fait plongé dedans, Ouais, en ouais. fonction éventuellement de l'importance ou non du message. Donc c'est vrai que c'est intéressant comme tips. Merci d'avoir partagé ça, en espérant que on puisse faire ça avec d'autres apps ou donc si WhatsApp supprime ça. Ensuite, je voulais te demander, pour toi, c'est quoi les avantages d'être indépendant et qui font que pour toi, bah, tu changerais ça pour rien au monde? Donc, le, le plus gros, la plus grosse difficulté, c'est aussi le plus gros avantage. De pouvoir gérer son propre emploi du temps et d'avoir la flexibilité de vraiment décider comment on veut structurer sa journée. Ça, c'est un des plus grands luxes. Mais aussi, en particulier dans le domaine de l'informatique, de pouvoir travailler de n'importe où Ouais, euh, sans avoir besoin donc vraiment de faire les choses à sa manière, en gros. Euh, et puis, euh, de créer un peu la culture d'entreprise qui nous plaît pour pouvoir aussi offrir ça aux membres de son équipe. Donc pour moi, c'est vraiment de pas devoir se réveiller à 6 heures du mat pour arriver au bureau à 7h30 et aussi de choisir les projets sur lesquels on travaille. Ça c'est le luxe ultime. ouais. C'est-à-dire que quand on arrive à un point où on a une bonne liste de clients, euh, donc on choisit sur quoi on travaille, on choisit comment on travaille, quand on travaille, où on travaille. Ça, c'est des luxes que même ouais, qui valent tout l'argent du monde. Oui, j'imagine. Alors justement, tu parles de clients. Euh, qu'est-ce qui, c'est quoi le parcours typique pour signer un client pour toi? Comment est-ce que ça se passe? Donc, nous, vu que c'est pas notre première boîte, on a eu la chance d'avoir déjà un réseau assez D'accord. conséquent au moment où on a lancé la deuxième boîte. Mais ça, c'est vraiment pas unique à nous. C'est-à-dire que j'ai parlé à beaucoup de gens qui ont lancé leur Oui, propre boîte de conseil dans le domaine de l'informatique et j'ai souvent eu cette réponse, c'est-à-dire que d'accord. c'est vraiment du bouche à oreille. Donc, nous, Ok. dans un premier temps, on a dit à tout notre réseau, on lance cette nouvelle boîte. Dites-nous si vous avez besoin d'aide pour développer des solutions logicielles pour votre entreprise. Et puis, on a eu un premier boulot via un ami, ensuite un autre. Et puis ensuite, ses amis ont dit à leurs amis qui leur demandaient s'ils connaissaient quelqu'un, etc. Jusqu'à présent, on n'a vraiment pas fait d'effort marketing, mais on a une page Clutch. Je ne sais pas si tu D'accord. connais Clutch.co. Ouais. Qui en gros, le but, c'est de répertorier des boîtes qui offrent des services et avec des revues vraiment détaillées de projets qu'on a fait avec des clients, etc. Donc ça, c'est vraiment la seule plateforme où on expose un peu nos services et on a eu de la demande qui provenait de Clutch. Ok. Euh, mais à date, c'est surtout ouais, du bouche à oreille. D'accord. Oui, bah, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet enfin, d'avoir une sorte de recommandation Ouais. qui est plutôt intéressante dans le sens où ça te permet en fait de dire voilà, j'ai travaillé avec telle personne, ça s'est bien passé. Et en Mhm. général, on sait que si on n'a pas bien travaillé ou si un client estime qu'on n'a pas bien travaillé, on va pas être recommandé. Donc je trouve que c'est intéressant de fonctionner Mhm. comme ça aussi par le bouche à oreille. Et ce que je voulais te demander par la suite, c'est euh, alors quelle est la pire erreur que tu as commise en tant qu'indépendant et comment est-ce que tu as rebondi après cette erreur? Mhm. Donc, pour notre première boîte, je dirais que la plus grosse leçon qu'on a appris, c'est que de lancer une boîte qui qui peut pas se financer elle-même, c'est-à-dire qui requiert un financement externe, euh, ça contredit vraiment l'objectif numéro un pour nous de lancer sa propre boîte, qui était de faire les choses à sa façon. C'est-à-dire que
d'être un employé quelque part ou de lancer une boîte et de lever des fonds, c'est pas très, très, très différent. C'est-à-dire qu'on se retrouve à avoir des comptes à rendre, on se retrouve à avoir des patrons, en gros. Donc pour cette nouvelle boîte qu'on a lancée, c'était vraiment un objectif super important de créer une boîte qui peut s'autofinancer dès le départ. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a cette approche déjà parce dans un premier temps, on a réalisé que pour trouver des problèmes à résoudre, il faut travailler dans des industries. Mais aussi, de faire une boîte qui peut s'autofinancer, c'est une façon beaucoup plus réaliste d'atteindre cet objectif de lancer éventuellement une startup ou un produit sans avoir besoin de se trouver des patrons. Oui, forcément, puisque du coup, quand on réalise une levée de fonds, forcément, on n'est plus éventuellement majoritaire. Donc, c'est vrai que ça reste aussi challengeant, du coup, parce que c'est, on va dire, une forme de bootstrapping. Ça permet d'essayer d'y arriver sans implication externe. Et c'est vrai que je trouve que c'est challengeant parce qu'on peut se dire dans ce cas-là qu'on a réussi seul. Et c'est vrai que c'est pas négligeable, mine de rien, parce que surtout on va dire dans le mouvement actuel depuis des années, peut-être que ça se fait de moins en moins. La question que je voulais te poser ensuite, c'est depuis que tu as commencé, quelles sont les compétences que tu as acquises et que tu n'avais pas forcément donc avant d'entamer cette démarche entrepreneuriale? Il y a deux catégories de compétences. En gros, les compétences douces, je dirais, personnelles, quoi, de patience, de discipline, et aussi évidemment la confiance en soi. Une fois qu'on a lancé sa première boîte et qu'on sait, qu'on connaît un peu les défis et qu'on sait comment s'y prendre. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est les compétences un peu plus tangibles, quoi, vraiment gestion de projet, gestion d'équipe. On a développé plein de petits trucs où on faisait ce qu'on appelle des happiness updates. Donc, en gros, on faisait on rencontrait un par un, individuellement, les membres de notre équipe et puis on leur demandait s'il y avait des choses qu'on pouvait améliorer, que ce soit le travail lui-même ou la place de parking ou la route pour arriver au bureau ou n'importe quoi, des trucs personnels parfois. Et puis ça nous a vraiment aidé à garder notre équipe. Et puis c'est quelque chose qu'on va continuer à appliquer dans cette nouvelle boîte. Et puis évidemment les compétences IT, c'est-à-dire qu'au fil des années, on est passé de trucs très académiques à des trucs commerciaux. Et puis on apprend à vraiment développer des trucs de manière super efficace et qui ont une qualité présentable pour un client externe, quoi. D'accord. C'est vrai que ce que tu dis sur Happiness Update, je trouve ça sympa parce que, alors bon, souvent, dans pas mal de boîtes, on entend parler de team building, mais le point que tu as noté sur les choses personnelles, je trouve que c'est quelque chose qui manque dans les startups. Alors c'est vrai que oui, bah voilà, on va jouer au billard, on va faire une sortie, etc. Mais c'est vrai que on se pose rarement la question de savoir si, par exemple, un tel employé a éventuellement un souci personnel et on pourrait peut-être l'aider. Et pour aussi avoir travaillé avec beaucoup de startups, j'ai peu vu ça dans les équipes, le fait de s'attarder justement sur des problèmes personnels, alors que justement, on sait que le travail, voilà, on va effectuer ses tâches et c'est fini, mais le côté personnel est toujours là parce que concrètement, c'est lui qui occupe 100% de l'esprit en réalité. Et je trouve ça dommage parce que il y a quand même des besoins des fois qui sont vraiment basiques
Et là, j'ai pour exemple une personne, là tu parlais de route, de se rendre au travail, etc. Donc j'avais travaillé avec une start-up et en fait une des personnes, un des employés, avait un problème de mobilité, mais il n'osait pas le dire. Il avait un léger Ouais. handicap et il n'osait pas en parler parce que ça se voyait pas donc de premier abord. Et en discutant avec lui, donc il s'est un peu comment dire livré à moi en me disant bah c'est vrai que voilà bah, il y a des événements de team building, mais je me vois pas annoncer que j'ai un handicap. J'ai vraiment du mal avec ça. Et c'est vrai qu'en posant les choses et en lui disant que bah, ce serait peut-être à son avantage de le faire et de dire concrètement ses besoins. Et après en avoir discuté donc avec le CEO, donc la personne bah, lui a dit écoute, plutôt que de venir au bureau, tu peux très bien rester chez toi si tu le sens pas ou si tu as vraiment du mal à te déplacer. Aucun intérêt en fait de faire cet effort qui bah, te fait plus mal qu'autre chose au final. Et voilà, je trouve que ces discussions-là, justement, elles devraient avoir plus lieu parce que ça permettrait vraiment de libérer certaines choses et éventuellement certaines tensions aussi. Donc, en tout cas, je vais garder aussi ce happiness update dans un coin de ma tête parce que je trouve que c'est vraiment sympa de se pencher pas uniquement sur le côté tâches à effectuer, etc., mais aussi sur le côté personnel. Alors, bien évidemment, en ayant toujours ce lien sincère parce que si c'est pas sincère, si c'est uniquement pour parler de productivité, forcément, Ah ouais, ouais, ouais. il y aura Ouais, bah en fait, des... l'idée, c'est que en tant qu'employé, euh, tu te dis que tu n'as pas envie de perdre le temps de ton patron avec des problèmes Ouais, que tu imagines qui sont triviaux de sa perspective. Alors que ouais, en tant que leader d'une équipe, euh, comme tu as dit, tu sais très bien que la priorité numéro un, c'est ce qui se passe dans le domaine personnel. Donc évidemment, nous, on fait ça parce qu'on veut garder les membres de notre équipe, on veut que tout le monde soit content. Après, c'est pas forcément pour de la productivité, mais c'est pour pas les perdre, en gros. C'est-à-dire que ouais, c'est très facile quand tu es dans une situation où tu vois pas de solution, de juste décider, bon, bah, je vais aller voir ailleurs, peut-être qu'il y aura un meilleur parking, pour des trucs qui sont vraiment triviaux à résoudre au final, tu vois. Donc, ouais. ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que je trouve que ça reste quand même un point important et puis il va toujours éventuellement garder ce lien sincère puisque de toute façon au final, comme tu l'évoques, si les personnes ne trouvent pas leur intérêt, en général elles s'en vont, hein, donc au lieu de subir. Alors je voulais te demander si tu pouvais nous parler un petit peu de tes projets, sur quoi tu travailles actuellement et nous en dire un petit peu plus. Ouais, donc, en gros, les services qu'on offre, il y a deux catégories de services. La catégorie plus classique, c'est on aide des clients à vraiment développer des produits logiciels. Donc, ça part de vraiment une idée où on a Ouais, des meetings type design sprint. On essaie vraiment ok, de cerner l'objectif et les features du produit jusqu'à le développement en passant par la conception des wireframes, donc ok, des schémas des différents écrans euh, qu'on fait en Figma. Je ne sais pas si tu connais Figma. ouais, ouais, C'est un petit design. Donc on design un squelette vraiment basse définition et ensuite, dans ce même outil, on design aussi la version haute définition qui va ressembler au produit final. Et ensuite, en parallèle, on fait le développement. Et on a aussi une autre offre qui est CTO as a service, en gros. Donc, c'est-à-dire ok, que on, euh, on est là pour. Donc, on a des développeurs et on a aussi Raph et moi qui avons plus d'expérience. Et on offre un peu notre expertise pour des décisions plutôt plus stratégiques ou plus haut niveau sur des projets qui sont peut-être encore moins matures qu'un projet qui peut être développé immédiatement. Donc ça, c'est ce qu'on fait maintenant. C'est vraiment notre ouais, gagne-pain.
Et puis ce qu'on espère faire à l'avenir, c'est trouver des problèmes à régler en faisant toutes sortes de projets dans différentes industries et peut-être, pourquoi pas, en ayant construit une équipe robuste et une compagnie qui est solide financièrement, lancer des produits à l'interne pour des problématiques qui reviennent souvent. D'accord, ok, intéressant. Oui. Donc, creuser ce côté-là pour régler des problèmes que des compagnies rencontrent souvent. Ouais, ouais. D'accord. Ah, merci pour ce partage. Ensuite, je voulais te demander, revenir un petit peu sur tes journées et nous dire concrètement à quoi ressemble une journée typique pour toi. OK. Donc, j'ai lu un livre sur le sommeil récemment qui m'a vraiment marqué. Et, euh, et donc, depuis, j'ai plus de réveil le matin, mais j'ai un réveil le soir, en gros, pour aller me coucher D'accord. toujours à la même heure. Et puis, je me réveille tout le temps après à la même heure, mais si exceptionnellement j'ai une journée vraiment longue la veille, je laisse à mon corps le temps de dormir. D'accord. Parce que j'ai remarqué des effets vraiment incroyables sur mon humeur Oui. et sur ma productivité. Donc évidemment, s'il y a des meetings le matin, ce que j'évite de faire, euh, je mets un réveil, mais j'essaie vraiment de faire le réveil couché plutôt que le réveil levé. Et puis ensuite, la journée, elle est divisée en blocs. D'accord. Donc, on a 3 blocs de travail. Donc, le premier bloc qui est le matin, c'est vraiment le bloc le plus important. Donc, je te disais un peu plus tôt que dans notre cas, on a 2 responsabilités. On a la responsabilité manager, un peu business development, etc., où on parle à notre équipe et on parle à nos clients. Mais on a aussi un rôle que j'appellerais de maker, c'est-à-dire qu'on Ouais. construit, que ce soit du UI UX ou du code. Et quand on est dans cette phase-là du travail, il faut surtout pas être interrompu. Du coup, ce bloc numéro 1, le matin, en général, on évite de mettre des meetings. Ok. Et puis, on fait le travail le plus difficile, qui requiert le plus de concentration, qui est en général du développement, de la conception, etc. Et donc, ouais, on fait ça en premier pour être frais. Et puis, on regarde pas de téléphone, pas d'email, rien du tout, jusqu'à l'heure du déjeuner. Donc, ensuite, on a la première pause où on fait notre sport et notre déjeuner. Donc, on fait tout ensemble. Donc, ça, c'est notre partie préférée de la journée. On prend le Ok. temps pour rester en forme et bien manger. Et ensuite, on a un deuxième bloc de travail où on fait plutôt des trucs business development ou voir Ok. comment les choses se passent avec notre équipe. Ensuite, on a la pause goûter. On se fait un bol de fruits et un dernier bloc de travail le soir. Donc, D'accord. dépendamment de la charge de travail qu'on a, on essaie, si possible, d'avoir des journées où on a 2 blocs où on n'a aucune interruption. Et puis, si on est dans une phase où on est plus en mode business development, alors là, on aura plutôt 2 blocs moins intenses et un bloc de travail le matin. D'accord. Bah, c'est vrai que c'est intéressant, tu sais, le point sur le réveil, parce que dans un autre podcast, avec une invitée qui fait de l'UX UI, donc on évoquait justement le fait que est-ce qu'on a vraiment besoin d'un réveil en fait le matin, puisque notre corps n'est pas vraiment fait pour ça. Hein. C'est une invention peut-être utile pour certains, mais en réalité pas si utile que ça, puisqu'il faut laisser au corps le temps de se reposer. Mais alors du coup, toi, si j'ai bien compris, tu as un réveil pour l'heure du coucher, c'est ça? Donc Ouais, comment ouais. est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Donc, à 10 heures tous les soirs, j'ai un réveil qui sonne sur mon D'accord, Fitbit et sur mon téléphone d'accord, pour me rappeler de me diriger vers mon lit en gros. Donc, si je suis dehors, de rentrer à la maison et d'aller dormir. Et puis, si je suis à la maison, de commencer à ralentir un peu et aller me coucher.
Mais ce livre, vraiment, ça m'a changé ma vie. Donc, si vous aimez lire ou écouter des livres, il est disponible sur Audible aussi en version audio. Et vraiment, Ok. c'est pas sponsorisé, mais je Non, le non, mais recommande vas-y, vraiment. ouais, je t'en prie, partage avec Et nous. ça s'appelle Why We Sleep. Ah, Je ok, sais pas comment ça d'accord. s'appelle. Donc, Pourquoi pourquoi on on... dort en gros. Et puis, ouais. c'est écrit par l'expert numéro un du sommeil, que vous avez sans doute déjà vu dans un podcast, dans une vidéo YouTube D'accord. quelconque. Mais ouais, c'est super intéressant. Et ce qui est vraiment affolant, c'est de voir à quel point la littérature scientifique sur ce sujet est inéquivoque. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'études qui démontrent les effets extrêmement néfastes du manque de Oui, sommeil. Mais c'est tellement vraiment une partie de notre culture de société industrialisée que c'est des concepts qui sont des habitudes qui sont dures à changer. Alors que c'est prouvé que même pour un employé, même dans une optique pure de productivité, il vaut largement mieux qu'un employé travaille moins et dorme plus en termes de oui. productivité que l'inverse. Du coup, il y a vraiment mais aucune raison valable de créer un environnement où il faut se réveiller à une certaine heure. Oui, oui, c'est vrai, parce que par rapport à ce que tu dis, il y a aussi le fait, il y a beaucoup d'études qui démontrent le fait qu'on ne peut pas garder l'intention d'un être Mhm. humain plus de 40 minutes en moyenne. Donc, c'est vrai que tout ce qui va être court, par exemple, à l'université de 4 heures, ou alors Mhm. des tâches qui vont durer plus de 30 minutes, on perd vite le fil, en réalité, on s'en rend pas compte. Mais si j'ai bien compris donc ton mécanisme, alors il n'y a pas vraiment d'heure fixe, euh, donc c'est uniquement cette alarme qui te dit concrètement qu'il faut aller dormir. Donc si par exemple tu es à l'extérieur, tu vas rentrer pour dormir. Si tu Ouais, es donc donc, j'essaie de dormir vraiment à tout prix à minuit, quoi. Toutes les lumières sont éteintes, je suis au lit, j'ai plus d'ordi, d'iPad, quoi que ce soit, je me d'accord, couche. donc Ouais. tu ne scrolles Parce que, pas avant de dormir. non, pas après minuit. D'accord. Mais ça, c'est vraiment je dirais la première étape pour améliorer son sommeil, c'est vraiment ça, c'est-à-dire d'être super régulier sur Oui. l'heure du coucher. Donc ça, c'est dans le livre, je vous spoil un peu la fin, mais ouais, c'est vraiment le truc numéro un que tu peux faire pour améliorer ton sommeil, c'est de te coucher à une heure régulière. Ensuite, tout le Oui, reste, il y a plein de petits trucs que tu peux améliorer, mais ça, c'est vraiment le truc numéro un. oui, c'est vrai que pour améliorer le sommeil, souvent, il faut essayer de dormir à la même heure. Et en appliquant ça, en général, normalement, on se réveille à la On se même heure réveille à la même heure. parce que voilà, Exactement. le corps, en fait, trouve un Ouais. certain Bah, repos pour on mieux a réveiller. une horloge interne, en fait, Oui, moi, c'est ça qui me rend fou. C'est-à-dire que si je me couche en retard, je vais quand même me réveiller toujours exactement à la même oui, heure et puis j'aurais juste dormi moins. Donc c'est pour ça que d'avoir un réveil, ça vraiment, mais ça aide absolument pas à avoir une quantité de sommeil plus oui, régulière. Donc ouais. oui. Alors, j'imagine que dans ce livre, tu as découvert aussi le fait que une fois que tu dépasses les minuit, en fait, c'est plus des heures de sommeil qu'on dort, hein, des heures en termes de récupération. On peut dormir une heure, mais en réalité, l'horloge interne ne récupère que un certain nombre de minutes. Et une fois Ouais, arrivé, il me semble, ça, c'est à 5 heures du matin, ça se transforme en fait par exemple, si on se couche à 5 heures du matin, donc si on dort de 5 heures à 6 heures du matin, en réalité, on a dormi que 7 minutes, il me semble. Et c'est vrai que bah, quand j'ai appris ça, j'étais un petit peu choqué parce que quand on est jeune, on a tendance à Mhm. scroller ou à l'intérieur ou à l'extérieur, hein. Et du coup, c'est vrai qu'on se pose pas forcément la question, mais on sait qu'on se réveille dans un sale état, mais on se demande pas Ouais. pourquoi. Et en fait, la raison principale, c'est pour ça, c'est parce que on ne dort plus en fait des heures, mais des minutes une fois qu'on a dépassé. Bah, alors, ça, c'est pas dans le livre, mais par contre, donc, il y a différents, ils appellent ça des chronotypes, c'est-à-dire des personnes qui préfèrent être Oui, réveillées plus tard le soir, donc, être réveillées plus tôt le matin.
Et c'est peut-être des vestiges des sociétés où on avait des membres de la société qui faisaient la veille la nuit versus le matin. Mais le fait est que il y a différentes personnes ont des préférences différentes. Il y a peut-être des gens qui vont se coucher à 8 heures du soir, il y a peut-être des gens qui vont se coucher à 4 heures Ouais. du matin. Et donc, justement, d'offrir cette flexibilité aussi à son équipe, ça peut avoir des conséquences ultra positives sur le moral et la productivité, plutôt que d'essayer de contraindre tout le monde à un emploi du temps arbitraire, qui est souvent la préférence du patron. Donc, ouais, en général, on essaie de s'assurer que tout le monde est disponible pendant une certaine tranche horaire qui coïncide, mais on n'a pas vraiment d'heure fixe de début et de fin. Oui, c'est vrai. Et puis, enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose aussi pour les repas, parce qu'on a été conditionné pour se dire qu'il faut prendre son petit déjeuner le matin, donc le Mhm. déjeuner à midi Les et le Kellogg's. dîner, voilà, le dîner à 19 heures. Mais en réalité, là, c'est le même point parce que il faudrait en réalité manger uniquement quand on a faim et pas à Ouais. des heures fixes qui en fait n'ont Mhm. aucun impact en réalité sur les besoins humains. Mhm. Mais par rapport au Kellogg's, oui, évitez de manger des Kellogg's parce que bien évidemment, c'est que du sucre, donc c'est pas du tout nourrissant ni pour le corps ni pour l'esprit. Alors, ce que je voulais te demander après, c'est pour toi, c'est quoi les leçons les plus importantes que tu as apprises dans ton secteur d'activité? Euh, donc, je vais répondre de manière plus générale. Je crois que le truc le plus important que j'ai appris, c'est que l'avantage compétitif numéro un, c'est vraiment la passion. Oui, Euh, donc, en tant qu'indépendant ou entrepreneur, notre priorité numéro un, c'est de s'assurer qu'on adore ce qu'on fait. Et puis le reste, ça suit en gros. C'est-à-dire ouais, on peut avoir toute la discipline et la motivation du monde au début. Si on est confronté à quelqu'un qui est plus passionné, ça va se voir dans la qualité du travail. Et en plus, c'est évidemment plus amusant d'être passionné par ce qu'on fait. Donc, donc ouais, ça, c'est toujours notre objectif. Donc, on se fait nos happiness updates d'accord. ensemble aussi, avec mon meilleur ami et associé. Et puis, on se demande tout le temps, est-ce que ça nous amuse ce qu'on fait? Et puis, sinon, bah, on corrige un peu la trajectoire. D'accord. Et alors, bah, justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des moments où tu sens que le niveau de passion baisse? Bah, pas encore. C'est une nouvelle boîte. Tant mieux. J'ai entendu souvent cette notion de cycle de 7 ans pour les startups. Euh, et puis ouais, je peux confirmer que pour notre boîte d'avant, surtout quand tu fais quelque chose qui est très spécifique, quand tu as un produit qui est très dans une niche vraiment et qui est très prédéfini, où tu ressasses sans arrêt les mêmes présentations et que tu essaies de Ouais. convaincre les gens. Ouais, là vraiment, il y a un moment, je crois que c'est naturel, où on a envie de passer à autre chose. Donc avec cette boîte, l'intérêt aussi d'être exposé à des clients de toutes sortes dans des industries différentes, c'est que on n'a pas besoin de changer de boîte pour changer un peu de type de projet. Évidemment, si on n'a plus jamais envie de toucher à un clavier, ce sera le moment de passer à autre chose. Mais tant qu'on reste passionné par le logiciel, on a quand même une grosse marge de manœuvre dans le type de travail qu'on fait. D'accord. Ok. Oui, c'est vrai que le fait enfin, de voir aussi des choses diverses et variées dans ton activité, du coup, ça permet aussi mine de rien, de ne pas s'ennuyer et Ouais. de toujours voir quelque chose de différent. Donc, c'est sympa. Et c'est vrai pour notre équipe aussi. Oui, C'est-à-dire que dans le contexte actuel où
où une des plus grosses difficultés, c'est de garder du talent. C'est super important pour nous d'avoir la possibilité d'offrir à notre équipe des projets qui sont intéressants et qui sont frais et nouveaux, où ils vont apprendre des trucs, des nouvelles choses, quoi. Ouais, donc ça, c'est un argument que vous utilisez pour le recrutement. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est-à-dire que d'avoir la flexibilité aussi de pas forcément avoir des équipes qui font des trucs ultra spécifiques, mais de donner la possibilité à des membres de l'équipe d'apprendre des nouvelles choses. Donc, quelqu'un qui fait du back-end, peut-être qu'il a envie d'essayer d'apprendre des trucs UI. On essaie vraiment d'appliquer les mêmes principes euh, au bonheur et la motivation de notre équipe qu'on applique à nous-mêmes. C'est-à-dire que si nous, on commence à en avoir marre de se partager les choses de la façon qu'on fait, où il y en a un qui fait le UI et l'autre le back-end et qu'on a envie de changer, tout porte à croire que ça va être la même chose pour d'autres membres de l'équipe. Oui, oui, non, mais c'est vrai que c'est intéressant ce point-là parce que ça permet aussi par rapport au talent, de dire, ben voilà, vous n'allez pas être fixé sur une tâche du matin au soir et vous Ouais. êtes amené à voir d'autres choses. Donc, je trouve ça vraiment pertinent. Ensuite, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu as déjà eu un mentor? Ah, ouais, donc ouais, c'est intéressant. J'ai un avis là-dessus. Ouais. C'est que quand on essaie vraiment de formaliser, c'est une relation mentor-mentee, c'est pas une bonne stratégie. Donc j'ai eu beaucoup d'associés D'accord. avec qui j'ai travaillé, dont j'ai appris énormément de choses. Après, est-ce que je les appelais mon mentor? Non. Non. Et d'ailleurs, quand j'ai essayé, une fois, j'ai rencontré vraiment une personne exceptionnelle où j'ai essayé de formaliser un peu une relation de mentor. Euh, ça a vraiment, ça a pas du tout fonctionné. Et, et quand j'y repense maintenant, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que si je te disais maintenant, Salah, ok, tu es mon mentor, ça crée un déséquilibre. Donc, genre, ça définit déjà d'emblée toutes les interactions qu'on va avoir. C'est-à-dire que toutes les interactions qu'on va avoir, c'est moi D'accord. qui vais te demander de me rendre un service. Et ça, à moins vraiment qu'il y ait une personne qui est un saint ou qui vraiment a envie de dévouer sa vie à aider les autres, je ne vois pas qui peut être intéressé par ce type de relation. D'accord. Donc oui, j'ai appris beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé, mais j'ai jamais eu une relation avec quelqu'un où c'était juste moi qui pose des questions et qui m'attend à ce que j'ai toutes les réponses et tous les raccourcis. Donc, en tout cas, je vous recommande pas d'aller voir quelqu'un qui a super bien réussi et de lui dire, est-ce que tu vas être mon mentor? Je crois que c'est pas une bonne stratégie. D'accord. Mais alors, du coup, est-ce que toi, tu as mentoré des personnes alors? Euh, j- j'ai appris des choses, surtout Raphaël, par exemple, ça, c'est un exemple facile. Et il supervise beaucoup de nos développeurs. Et du coup, il leur apprend beaucoup de choses pour s'assurer qu'on a du code de bonne qualité. Donc après, est-ce que mentor, ça veut dire quelqu'un qui t'aide dans des projets personnels ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui t'apprend des choses? Si c'est Ça euh, peut être les deux. ouais, donc j'ai jamais donné des conseils à quelqu'un sur comment ils devraient vivre leur vie ou rouler leur compagnie, mais c'est sûr qu'à l'interne, on aide toujours notre équipe à apprendre des trucs de point de vue technique. D'accord, ok, intéressant. Et alors, tu parlais d'instinct. Mais si quelqu'un venait me demander d'être son mentor, je lui dirais ce que je viens de te dire. D'accord. Mais écoute, je pense que le message va passer, hein, donc c'est, c'était très Désolé, clair. Salah, hein. Non, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, ce que je voulais te demander, c'est, tu parlais d'instinct à l'instant. Comment est-ce que tu gères ça, justement, parce que je sais que moi, personnellement, par exemple,
quand je sens pas quelque chose, je vais pas insister. Alors, il se peut que la Mhm. personne en face, peu importe, que ce soit un client, que ce soit un ami ou autre, bon, la personne va peut-être insister, mais pour moi, voilà, ça va être un peu catégorique. Quand je le sens pas, je vais pas le faire du Mhm. tout. Mais je sens que c'est vraiment quelque chose de profond. Et toi, alors dans ton cas, comment est-ce que ça se passe? Alors peu importe la situation, hein, bon, on va pas parler forcément du côté personnel, mais professionnellement, comment est-ce que tu gères ça? Ouais, donc, on- déjà, je ne prends pas les décisions tout seul. D'accord. Donc, ça nous arrive à tous les deux, avec mon associé Raphaël, d'avoir des fois des avis et des instincts contradictoires. Donc, on a beaucoup de ce genre de discussions où, par Ok. exemple, on a un client et moi, je lui dis non, non, je ne le sens pas. Je préfère partir en vacances que travailler avec ce client. Euh, Après, alors, dans ce cas en particulier, il m'a répondu que on peut pas. Donc, évidemment, l'objectif de rêve, c'est d'être dans une situation où on choisit ses clients et on choisit ses projets. Mais un objectif plus réaliste, c'est de développer la compétence de travailler avec des gens qui peuvent être difficiles à premier abord. Ouais. Et donc, lui, sa réponse, c'était si on réussit à travailler avec ce client, imagine les portes que ça ouvre. C'est-à-dire que, Ouais. donc, évidemment, après, la difficulté, c'est de structurer le projet de charger assez pour que ça vaille le coup et que encore une fois, on limite les interruptions, c'est-à-dire qu'on structure les choses d'une manière vraiment très claire. Euh, et donc, en général, on se convainc l'un l'autre que soit on a, soit notre instinct, c'est en fait juste une peur irrationnelle, Ouais. euh, ou des fois, oui, c'est clair il y a beaucoup de décisions qu'on a prises, on n'a pas vraiment réfléchi longtemps. C'est-à-dire on s'est tous les deux regardés et on s'est dit non, non, ça c'est mort. Ouais. Donc, D'accord. l'instinct joue un rôle super important. Et en général, je dirais qu'il faut suivre son instinct. Mais le luxe vraiment d'avoir un meilleur ami avec qui on Ouais. travaille. Et ça d'ailleurs, ça pourrait être aussi une des plus grosses leçons que j'ai tirées de la première boîte et de cette boîte. C'est vraiment de trouver quelqu'un avec qui on peut travailler et partager tous ces moments. Ça augmente de manière dramatique les chances de succès. Ouais. D'accord. Alors pour ceux qui l'auraient pas compris, charger, en fait, hein, c'est facturer, hein, au cas où. Ah, Euh, pardon, désolé. donc, Ah là là. certains termes Tu m'as affiché là. québécois Ouais, ouais, québécois, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. qui veut dire facturer, hein, donc combien tu charges, à combien est-ce que tu Facturé. factures. Donc, Ouais. mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que le fait d'avoir un ami associé, bon, ça arrive pas tous les jours, mais de confronter ses avis par rapport à l'instinct, comme tu disais, puis éventuellement reconnaître est-ce que c'est uniquement une peur ou est-ce que c'est peut-être l'envie de partir en vacances, comme tu disais. Donc voilà, il faut savoir jauger. Et c'est vrai que quand on est seul, des fois face à son instinct, c'est pas forcément évident Mhm. euh, bah, de, de mettre pour se dire est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est une bonne opportunité ou pas. Et peut-être réfléchir à deux fois et embaucher un ami, votre meilleur ami, hein, si vous avez l'opportunité. Ça C'est peut ça, être c'est ça. une bonne chose pour essayer de Ouais. régler au moins ce problème-là. Alors, tout à l'heure, quand on parlait de la journée, tu as dit un truc sur le fait de bien manger. Alors, j'aime pas du tout le terme de productivité, mais j'aimerais éventuellement que tu partages avec nous, justement pour toi, comment est-ce que tu fais pour, euh, pour être alors soit en forme toute la journée ou Ouf. alors Hmm. est-ce que ça passe par justement éviter les céréales le matin, des petits détails comme ça qui peuvent nous aider. Oula, alors là, vraiment, alors je suis ultra passionné par tout ce qui est santé, bouffe, Ouais. entraînement, donc je pourrais me lancer dans une tirade de 4 heures. Euh, mais ça dépend vraiment de ses priorités. Donc, moi, pour moi, la santé, c'est la priorité numéro un.
Donc, D'accord. j'ai construit toute ma vie et tout mon travail autour de, 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 de de ma façon de vivre qui Ok. optimise ma santé. Donc, nous, on a le luxe d'avoir des bureaux à la maison et une salle de gym à la maison. Et D'accord. du coup, pour le lunch, on se fait à manger tous les Ok. jours. Le matin, alors Raph, lui, il fait le jeûne intermittent, donc c'est-à-dire qu'il ne mange D'accord. pas le matin. Ouais. Pour lui, ça fonctionne super bien. Moi, je suis plutôt grand et mince, donc moi, je n'essaie pas de perdre du poids, au contraire. Donc moi, le matin, c'est tous les jours exactement la même chose. Deux D'accord. tartines de pain, donc pain brun, c'est quoi en français? Pain brun, du pain complet. Voilà, du pain complet, deux tranches de pain complet avec du beurre de cacahuète et, D'accord. euh, et une banane que je découpe et que je pose dessus. Donc ça, c'est mon truc le matin. D'accord. Euh, et puis, un truc que j'ai remarqué, c'est évidemment, on connaît tous le coma post-déjeuner. Donc, on se demande souvent c'est quoi. Donc, je me suis souvent demandé c'est quoi vraiment la différence concrète entre manger du riz complet, brun, Oui. c'est lequel? Du riz complet, oui, c'est ça? Du riz complet, ok. Versus manger du riz blanc. Et donc, une des grosses différences, c'est la vitesse à laquelle Oui. ça libère du sucre dans notre sang. Et donc, je me suis toujours demandé, mais pourquoi est-ce que quand on libère du sucre plus rapidement dans notre sang, on est léthargique? Et donc, j'ai appris récemment que c'est la réponse du corps avec l'insuline qui fait que quand la courbe, en gros, monte trop vite, le corps réagit beaucoup trop et relâche beaucoup trop Ouais. d'insuline, ce qui diminue énormément la quantité de sucre dans le sang. Et on se retrouve en fait à être hypoglycémique parce qu'on a mangé des trucs qui sont trop sucrés, ce qui est un peu contre-intuitif. Mais donc, je vous recommande de manger du pain complet et du riz complet et des spaghettis complets, etc. Et d'éviter tout ce qui est boisson sucrée et riz blanc et spaghettis jaunes, etc. D'accord. Alors c'est vrai que par rapport à ce que tu dis sur le pain complet, il faut quand même faire attention parce que souvent, quand on achète du pain industriel, il faut noter que la composition, en fait, le, comment dire, le pourcentage de farine complète est très faible. Et Mhm. en réalité, bon, sauf si on va éventuellement chez un boulanger traditionnel à qui on demande la recette, il faut être vigilant parce qu'en réalité, c'est complété avec de la farine blanche. Donc on a l'impression de manger du Mhm. pain complet, mais ça n'en est pas. Donc voilà. Alors du coup, si je comprends bien, concrètement, l'alimentation, ça joue enfin, une grande partie dans le fait que tu vas tenir la journée. Ouais, l'alimentation et le sport. Donc, D'accord. ça peut aussi être contre-intuitif, mais vraiment d'être actif tous les jours, Ouais. ça donne de l'énergie. Donc, moi, j'ai au moins 30 minutes par jour qui sont réservées, dépendamment de quel point je suis courbaturé. Ouais. Ça peut aller d'un vrai entraînement à même aller faire une marche de 30 à 40 minutes. Mais tous les jours, je fais quelque chose. Donc, que ce soit marcher, courir, piscine, de la muscu, peu importe. Mais ça fait vraiment une différence énorme. Et, euh, et puis, ouais, moi, j'ai mon Fitbit Oui, oui, je vois ça. Tu m'as fait remarquer ça. qui m'aide énormément à être rigoureux et consistant. Et puis, j'ai mon Oura. Donc, ça, c'est ma bague de mariage. Mais c'est un Ok. Oura qui me permet de mesurer la qualité de mon sommeil aussi. Donc, D'accord. j'adore les statistiques. Et puis, j'utilise ces deux trucs pour m'assurer que, ouais, vraiment, après avoir lu ce livre et après avoir réalisé l'impact que le sommeil peut avoir sur certains aspects euh, de la vie, dont l'humeur, je Ouais. réalise vraiment l'impact que ça a de ne pas prendre soin de soi. Et puis, prendre soin de sa santé et de son sommeil et de sa nutrition et de son activité physique, c'est le meilleur investissement à mon avis, que quelqu'un peut faire dans sa vie professionnelle et personnelle.
Ouais, c'est pas faux. Et puis c'est vrai que on va dire dans le train-train quotidien, on se retrouve souvent en fait un petit peu emporté Mhm. voilà, par des sucreries, le rythme en fait prend le dessus, hein, ce rythme de vie-là prend le dessus sur tout le reste et c'est pour ça qu'on se retrouve tous à manger à midi, même si on n'a pas faim. Donc, merci pour ce conseil. En tout cas, ça permet de remettre un petit peu en perspective les choses qui comptent, on va dire, pour avoir une journée optimale. Alors ensuite, je voulais te demander, d'après toi, c'est quoi le mythe le plus répandu à propos de l'IT? Je dirais que c'est compliqué. Euh, D'accord. on a justement dans ces séances de mentorship de notre équipe, on voit des fois des programmeurs qui essaient de résoudre un problème un peu à l'improviste sans vraiment avoir bien réfléchi et bien conçu la solution. Et puis ça devient mais d'une complexité innommable. C'est-à-dire que même donc, pour nous qui regardons le code pour la première fois, on a vraiment, c'est presque impossible de comprendre ce que le programme essaie de faire. Et donc, la plus grosse leçon qu'on a appris d'un point de vue technique, c'est que si quelque chose est compliqué, c'est que ça a été en général mal conçu au départ. Donc, Ouais. euh, surtout avec les outils et les frameworks qui existent de nos jours, c'est relativement simple de faire à peu près n'importe quoi en IT. Donc évidemment, il y a une courbe d'apprentissage, mais c'est vraiment pas compliqué. D'accord. Ok. C'est vrai que c'est intéressant parce que moi, le premier, je dirais que c'est compliqué, donc pour connaître peu le domaine. Euh, Ensuite, ce que je voulais te demander, c'est est-ce qu'il y a un challenge en ce moment dans ton activité et comment est-ce que tu y fais face? Donc, dans notre secteur, le plus gros challenge, je dirais que c'est de trouver des gens qualifiés euh, qui ont envie de travailler. Il y a vraiment une vague de démissions et d'années Ouais. sabbatiques. Euh, mais après, le truc, c'est que nous aussi, on est pareil. Donc, tant qu'on réalise en fait qu'on est tous les mêmes et qu'on applique les mêmes principes qui font que nous, on travaille pour notre propre compagnie à tout le monde, comme par exemple avoir une culture d'entreprise où on laisse les gens travailler Ouais. à leur propre rythme le matin ou le soir et puis où ils ont envie. Donc moi, j'ai eu le luxe de pouvoir aller voir ma femme qui était à Paris pendant 2 mois en travaillant à distance et de vraiment mettre en place des outils qui permettraient à n'importe quel membre de notre équipe de faire la même chose. Ouais, c'est le plus grand luxe qu'on pourrait leur offrir. Du moins, s'ils ont la même approche et culture que nous, ce qui ferait des super bons membres de l'équipe. D'accord. Et alors ensuite, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu vois quelque chose dans ton domaine d'activité qui va révolutionner un petit peu la donne? Et est-ce que tu peux me donner des pistes? Donc, il y a beaucoup de progrès faramineux qui ont été faits sur les 10 dernières années. C'est-à-dire quand nous, on a lancé notre boîte précédente et cette nouvelle boîte pour vraiment optimiser de manière incroyable la productivité. Donc, la capacité vraiment pour peu de développeurs de développer des trucs ultra complets. Donc, des applications, par exemple, nous, on utilise beaucoup Flutter, qui est un framework de Google qui te permet de développer des applications pour Android, iOS, web, Ok. macOS, Windows, dans un seul langage, en gros. Donc, tu développes une Ok. seule application qui peut ensuite être compilée dans tous ces langages de programmation. Il y a des services comme Firebase qui te permet de faire vraiment, mais en quelques secondes, ce qui aurait pris des semaines à faire dans le passé. Il y a des solutions qui permettent de résoudre des problèmes. Donc, par exemple, je te parlais tout à l'heure de l'étape où on fait un squelette et un design de différents Ouais. écrans d'application, par exemple, et de passer de ces designs
à du code. Oui. C'est une étape à friction où le designer, en gros, il a designé quelque chose sans vraiment savoir comment ça va être codé après. Et puis le programmeur, donc cette étape, il y a beaucoup de compagnies qui sont en train de développer des produits qui permettent d'automatiser. C'est-à-dire que Design to code. Ouais, exactement. Donc de passer, donc évidemment, il y a beaucoup de produits comme Webflow ou Shopify qui permettent de designer sur un Canva plutôt qu'avec du code. Et d'ailleurs, Raph, sa thèse doctorale, c'était dans ce domaine du Domain Specific Modeling, c'est-à-dire comment créer une interface où quelqu'un peut construire un produit dans un langage qui est propre à leur domaine plutôt que dans un langage de programmation et traduire ça dans un langage de programmation. Donc, c'est sûr, ce secteur nous intéresse beaucoup. Mais il y a aussi des outils qui permettent de faire ça pour Flutter, par exemple. C'est-à-dire que tu as tes designs dans une application comme Figma et tu veux transformer ça en code pour un framework comme Flutter. Ça n'existe pas, ça, pour Flutter. Donc, il y a des applications qui viennent s'immiscer entre les deux pour transformer le design en code. Donc, ça, c'est un secteur super intéressant. Mais le truc le plus fou, je dirais que c'est des trucs comme GitHub Copilot, qui sont en gros des intelligences artificielles c'est un peu c'est du machine learning. C'est-à-dire que, étant donné le code open source qui est disponible sur GitHub, ils ont développé une intelligence artificielle qui permet d'écrire en gros un commentaire en anglais ou qui dit bon, je veux une fonction qui fait ça. Et cette intelligence artificielle va générer le code qui fait ce que tu as écrit en langage naturel, quoi. Donc ça, c'est fou. Et puis ça permettrait... on veut vraiment éviter de devenir une boîte énorme avec 600 personnes. Donc plus on peut trouver de choses qui nous permettent de garder une équipe à taille humaine, on peut prendre des projets d'envergure, plus ça nous excite. Et ça, ce projet, il y a GitHub et Amazon qui ont des produits qui font un peu la même chose. C'est super excitant. D'accord. Et justement, alors par rapport à l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de projets qui se penchent là-dessus, sur le fait, par exemple, ce que tu disais précédemment, sur le fait de dire, voilà, je voudrais un code pour, je sais pas, pour ouvrir les portes de chez moi de manière automatique. Et donc là, on a cette intelligence artificielle qui est capable de te lancer ce code-là. Alors, toi, ton regard là-dessus, c'est le fait que ça facilite les choses, mais est-ce que tu y vois des choses négatives ou pas du tout? Je pense que intuitivement, un aspect négatif, ça pourrait être de s'imaginer que ça va remplacer les programmeurs. Mais vraiment, c'est loin d'être la vérité. Je pense que les programmeurs vont juste être capables de produire beaucoup plus. Et donc, et surtout, étant donné la situation actuelle où on a une pénurie, en gros, de talents, et puis où toutes les compagnies, surtout après le Covid, ont un besoin de digitalisation, je pense que c'est que du positif. D'accord. Merci pour ce retour, parce que c'est vrai que le regard qu'on peut avoir en fait sur certaines tâches, on peut se dire que ça va prendre la place d'un être humain, mais en réalité c'est plus compliqué, dans le sens où ce qui est produit en fait est vraiment brut. C'est pas. Ah ouais, ça c'est sûr. Voilà, donc ça doit être affiné en fait pour pouvoir être utilisé dans comment dire, pour quelque chose qui soit fonctionnel. Donc merci pour ces retours, Rami. On arrive donc à la fin du podcast, et la dernière question, donc, c'est: quelle est ta citation préférée? Donc moi j'aime bien Henry Ford, le créateur de Ford, qui disait Whether you think you can or you can't, you're right. Donc, voilà, donc peu importe ce que tu penses.
voilà, que tu crois que tu es capable de faire quelque chose ou que tu en es incapable, tu as raison parce que à partir du moment où tu t'en es convaincu, si tu crois que tu vas pas pouvoir le faire, tu vas pas le faire. Et puis, si tu crois que tu peux le faire, tu vas sans doute trouver moyen de le faire. Donc, je trouve que c'est super vrai. Oui, bah, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'au final, ça dit aussi que euh, quoi qu'il arrive, on n'a rien à perdre à tenter au final. Mhm, mhm. Donc, je trouve ça. On se à partir du moment où on croit qu'on peut pas le faire, on se condamne à ne jamais le faire, en gros. Oui, parce qu'après, c'est vrai qu'il y a aussi le fait qu'on peut se mettre des limites, des barrières, et se dire Mhm, bah, est-ce que ça vaut le coup ou alors on revient sur l'instinct éventuellement qui va nous dire bah, finalement tu vas pas forcément être capable de réaliser telle chose. mhm. Donc oui, merci pour ce partage. Et toi, c'est quoi? Alors moi j'en ai beaucoup des citations préférées. On peut les retrouver sur mon Instagram hein, pour ceux qui sont curieux. J'en ai pas mal. Il y en a une que j'aime beaucoup. Il y en a une que j'aime beaucoup et qui dit en fait que peu importe la durée de la nuit, le jour se lèvera. Donc, Mhm, c'est un mhm, proverbe arabe à la base. Et c'est vrai que je trouve ça beau dans le sens où ça permet de se dire que le tunnel, tôt ou tard, on arrivera à la fin et on verra la lumière. Donc, je trouve que c'est intéressant dans le sens où il faut garder espoir et voilà. Ça me rappelle Astérix chez les Bretons, où il y a un faux druide qui s'introduit dans le village et D'accord. qui prédit pendant une grosse tempête, après la pluie, le beau temps. Et puis c'est comme ça qu'il se fait passer pour un dieu, en fait, Ouais. qui a prédit la fin de la tempête. Enfin, super, super rebond de ta part en tout cas. Je vois que tu nous as sorti une référence incroyable. Donc merci. Bah, on arrive à la fin, c'était vraiment intéressant. Merci à toi pour cet échange, Rami. Je te remercie Merci. d'avoir accepté notre invitation. Bah, de toute façon, on reste en contact. Hein. Et puis, Ouais, bah, d'ici là, je te souhaite plein de belles choses. ça marche. Bah, merci, merci de m'avoir invité. C'est super sympa. Avec plaisir. Merci à toi, Rami. À très bientôt. Ouais, ciao. Bye bye.